Bonsoir à tous, bienvenue au lycée Descartes. Je m'appelle Nicolas Arnulf, j'ai monté cette réunion en association avec le Rabat Accueil, Français du Monde, Association des Français de Rabat et puis l'UDI, donc je suis le délégué pour Rabat. Je ne vais pas faire de mon discours, on sait tous pourquoi on est là, avec la nouvelle loi de finances 2018 qui a été publiée par les amis marocains. On a le plaisir d'accueillir Frédéric Elbar, qui est conseiller fiscal dans un cabinet international à Casablanca, qui est expert en la matière, donc il va nous donner un certain nombre d'informations qui va faire son exposé. Madame la consul générale est parmi nous, et en fin de réunion, elle a quelques petites annonces à nous faire. On aura sûrement beaucoup de questions à la fin. Je me permets d'insister sur un point, on n'est pas dans une consultation dans un cabinet. Tout le monde a des particularités, on ne pourra pas répondre absolument à tout. Je pense qu'on se limitera à 4 ou 5 cas classiques. Je pense que Frédéric a dû prévoir un certain nombre de cas qu'il vous exposera. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne conférence. Frédéric. Merci beaucoup Nicolas. Bon, heureusement que le baron noir c'est hier soir, mais là je vois qu'on fait de l'audience. Hein. Bon, alors vous m'excuserez d'abord pour ma voix parce qu'on m'avait demandé également d'intervenir à Mohamedia hier soir, mais hier soir il n'y avait pas de micro à Mohamedia, donc il a fallu que je la fasse un peu a cappella, donc j'ai un peu la voix encore un peu enrouée. Vous m'excuserez si je me racle un peu la gorge. Je voudrais d'abord remercier effectivement la plupart des associations qui sont intervenues. Donc, comme il y en a beaucoup, je vais dire le petit papier, comme mon ami Nicolas. Donc, l'Association des Français de Rabat, Rabat Accueil, Français du Monde, l'UDI, également la Villa Mandarine qui voulait nous héberger, mais comme vous êtes trop nombreux, on a dû prévoir plus large. Et peut-être l'année prochaine, on prévoira le stade. Je voulais également remercier Madame la Consul Générale, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce soir, et qui, d'après ce que je comprends, a des informations peut-être à nous révéler. Et alors oui, petite chose, s'il vous plaît, vous mettez tous les téléphones sur silencieux, et si le monde doit s'arrêter de tourner, et que vous devez absolument répondre, je vous demanderai de quitter la salle, si vous voulez bien. Alors, vous savez tous effectivement pourquoi nous sommes là ce soir, c'est pour évoquer principalement l'amnistie fiscale pour les étrangers qui a été mise en place par les autorités marocaines. Je voudrais d'abord faire un petit rappel du pourquoi, du comment et des conséquences éventuelles. Comme vous le savez, la plupart des États dans le monde ont signé des accords multilatéraux qui vont permettre ce qu'on appelle l'échange automatique des données bancaires. Alors qu'est-ce que c'est qu'un échange automatique de données bancaires? C'est que, par exemple, je suis quelqu'un qui réside fiscalement en France et j'ai un compte en Suisse. Ça doit vous rappeler quelques histoires. Et le banquier suisse, et donc ça c'est à partir de maintenant, 2018 en Europe, avec notamment tous les pays européens qui ont signé cet accord-là, le CRS en anglais, le banquier suisse va automatiquement donner les informations de cette personne qui est non résidente en Suisse, donc ce Français de France, va prendre ses informations bancaires, son numéro de compte, son nom, son pays de résidence, le solde bancaire, va crypter ces informations et la banque suisse va transmettre automatiquement, donc personne ne lui demande, c'est un ordinateur qui fait ça automatiquement, vers la direction des impôts suisses, qui elle va voir cette personne réside en France et donc va automatiquement transférer ça au centre des impôts français. Le centre des impôts français, naturellement, va regarder et va s'assurer que la personne qui réside sur son territoire lui a bien déclaré ce compte bancaire à l'étranger. Le Maroc n'a pas encore signé. Il est l'un des derniers à ne pas l'avoir fait. Ils sont très rares maintenant ceux qui ne l'ont pas fait. Les États comme le Bahamas l'ont signé, on leur a un peu mis la pression, mais ils l'ont signé et donc le Maroc reste un des derniers à ne pas le faire. Je ne sais pas ce que vont faire les autorités marocaines, mais mon petit doigt m'a dit qu'il y avait de fortes chances qu'ils le fassent aussi naturellement. Ils ne vont pas se mettre au banc au niveau mondial, surtout, vous connaissez tous le Maroc, et sa volonté effectivement de faire partie
vraiment du concert des nations, il le prouve tous les jours. Et il me semble donc que cette amnistie fiscale, c'est quelque chose qui a été préparé pour les autorités marocaines pour vous dire, écoutez, on sait que tout le monde n'a pas été très réglo, on vous laisse une chance, parce qu'après, vous en aurez plus. Parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des comptes bancaires à l'étranger, on va parler principalement de la France, naturellement, mais vous avez un compte bancaire en France sur lequel vous percevez peut-être une retraite, que vous avez omis de bonne foi de déclarer au Maroc, par exemple, et dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, le Maroc aura signé cet échange automatique de données. Et donc, la banque française va transmettre au fisc français, qui va transmettre au fisc marocain. Et un jour, vous allez avoir une demande de renseignement de la part du fisc marocain. Bonjour, monsieur Dupont, vous avez un compte bancaire en France. On a quelques petites questions à vous poser sur le sujet. Il s'avère que vous aurez oublié donc de déclarer, par exemple, votre retraite, et le fisc marocain pourra revenir sur les 10 dernières années, puisque la prescription fiscale, depuis 2 ans, a changé au Maroc, ce n'est plus 4 ans, c'est 10 ans. Donc ils reviennent, ils prennent les 10 dernières années, ils prennent votre retraite, et ils la passent à la moulinette de l'impôt marocain. Donc ça vaut X comme impôt, et ils rajoutent bien évidemment les majorations, 10%, puis 5%, puis 0,5% par mois de retard, ce qui équivaut à 6% par an, multiplié par 10 ans, 60%. Donc, et ils vous demandent d'un coup d'un seul de payer 10 ans d'impôts plus des pénalités, des majorations de retard. Donc le risque, c'est celui-là. Alors, je ne sais pas s'il y aura un échange automatique de données bancaires par le Maroc, comme je vous l'ai dit, il y a de fortes chances. Il est fort probable qu'au départ ça patine un peu, mais que dans quelques années, cela soit automatique. Et les fonctionnaires de l'administration fiscale marocaine feront comme tous les fonctionnaires du monde, ils agiront conformément à la loi, conformément au règlement, et ils vous interrogeront, et s'il y a lieu, ils vous redresseront. Vous en voilà avertis. Donc, le Maroc a mis au point ce qu'on appelle l'amnistie fiscale des étrangers. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement déclarer ses revenus que nous avons à l'étranger, et ça concerne d'ailleurs que les étrangers, les binationaux maroco-français en l'occurrence, ne sont pas concernés. Les binationaux bénéficiaient de la possibilité d'une amnistie par la contribution libératoire pour les Marocains qui avait eu lieu en 2014, et donc, au cas particulier, les binationaux ne peuvent pas entrer dans ce cas de figure. Donc, seuls les étrangers sont concernés. Français, japonais, italiens, qui ont vu. Et ça ne concerne bien évidemment que les revenus à l'étranger. Donc, on doit déclarer sur un petit formulaire qui a été mis en place tous les revenus qu'on a perçus à l'étranger et qu'on n'a pas déclarés au Maroc et qu'on aurait dû déclarer. Souvent, une des questions se pose, c'est de dire après tout, qu'est-ce que je dois déclarer? Parce que moi, je ne savais pas qu'il fallait que je déclare. J'ai une retraite que je perçois en France, qui m'est versée sur un compte français. J'estimais, à la rigueur, même j'ai payé peut-être des impôts en France, ou j'estimais que j'avais le choix. Comme de toute façon, c'est des revenus de source française, je n'ai pas à le payer. On voit bien que vous n'êtes pas des experts de la fiscalité internationale, parce qu'en fin de compte, si vous voulez, quand vous êtes résident fiscal dans un pays, vous devez tout lui déclarer. C'est comme avec votre femme ou avec votre mari. Il faut tout lui dire. Et donc, vous devez déclarer la totalité de vos revenus, même si parfois ceux-là ont déjà été imposés dans l'autre pays, puisqu'il existe des conventions fiscales, qu'on appelle donc de non-double imposition, qui vont vous permettre d'éviter d'être surtaxé. Mais donc déjà, l'approche déclarative, c'est je déclare tout. Et ensuite, il y a des impôts qui peuvent s'appliquer ou non. Au départ, lorsque le formulaire de l'amnistie fiscale est sorti, il y a eu un premier formulaire qui est sorti de la part de l'administration fiscale en début d'année, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié un petit quelque chose. Donc ils ont sorti un deuxième formulaire, qui vient de sortir il y a quelques jours de cela, et vous retrouverez ces informations, et notamment ce formulaire relatif à ce qu'on appelle la contribution libératoire des étrangers, en allant tout simplement sur le site
de la DGI, qui est extrêmement bien fait, comme la plupart des sites des administrations marocaines, et vous avez des françaises aussi, naturellement, mais vous allez donc taper tax, tax.gov.ma, vous allez rentrer dans le site web de l'administration fiscale marocaine, vous avez le choix sur les différents textes, dans le texte en français et en arabe, et vous allez voir, il y a un petit menu déroulant. Donc vous allez d'abord cliquer formulaires fiscaux. Ensuite, le premier menu déroulant, vous allez viser particulier, parce que vous n'êtes pas une personne morale, vous n'êtes pas une entreprise. Et ensuite, il y a un deuxième petit fil déroulant, vous allez mettre déclaration. Et là, vous allez avoir des choix qui vont s'afficher avec des pages. Vous pouvez cliquer, vous passez page 1, page 2. Et à un moment, vous allez voir contribution libératoire. Et c'est un bête document, en fin de compte, qui fait une seule page, et sur lequel vous devez déclarer donc les revenus que vous avez perçus à l'étranger au cours de l'année 2016. Alors, sur cette année 2016, vous remarquerez que c'est l'année 2016 qui est prévue, et que nous sommes en 2018. Et que donc, entre 2016 et 2018, il y a 2017. C'est bien parce que je vois que tout le monde suit. Et donc, cette déclaration, c'est celle-là, et je vais vous en faire l'économie, comme on dit. Cette déclaration, c'est une déclaration que vous devez faire au titre des revenus étrangers que vous avez perçus et que vous n'avez pas déclaré au fisc marocain alors que vous auriez dû le faire. Et elle est prévue à faire dans le courant de cette année, au plus tard le 31 décembre 2018. Lorsque vous l'aurez rempli et lorsque vous aurez payé l'impôt qui est dû au titre des revenus de 2016, vous serez donc amnistié en 2016. On parle des revenus 2016. Alors, si tu me laisses finir, je te promets, je te dis tout. Je te le promets. Et par contre, la prochaine fois que tu m'interromps, tu sors de la salle. Alors, effectivement, on parle donc des revenus de 2016, et lorsque vous l'aurez rempli et payé l'impôt sur 2016, vous serez amnistié fiscalement sur 2016 et même le siècle précédent, Jean-Pierre. Ça vous faut rassurer. Uniquement d'un point de vue fiscal. Pas de réglementation d'échange, par exemple. Mais on reviendra. Je ne vais pas vous effrayer outre mesure. Donc, sur l'amnistie fiscale, et on aura 2016 et toutes les années précédentes. Mais il y a l'année 2017. L'année 2017 est une année donc normale, qui ne fait pas partie de l'amnistie fiscale. Il convient donc, à partir du moment où vous avez des revenus étrangers en 2016, qui n'étaient pas déclarés, j'imagine que vous continuez à en percevoir en 2017, puis en 2018, et je souhaite en continuer à en percevoir au cours des prochaines années. Et bien donc, comme n'importe quel contribuable dans le monde, à part peut-être, je ne sais pas, les Bahamas et Monaco, comme n'importe quel contribuable dans le monde, vous allez donc devoir faire une déclaration de vos revenus de l'année précédente et payer l'impôt y afférent. Il vous faudra donc déclarer normalement les revenus de 2017 et payer l'impôt. La date limite pour la déclaration des revenus au Maroc des personnes physiques pour l'année 2017, en l'occurrence, c'est le 28 février 2018. Donc attachez-vous, il vous reste quelques heures. Alors, je vais revenir donc sur ces revenus de 2017, qui doivent être déclarés avant le 28 février 2018, en vous expliquant quels sont les impôts que vous aurez à payer sur vos différents types de revenus. Puisque l'amnistie fiscale, elle, qui concerne les revenus de 2016, c'est une amnistie fiscale. Donc on vous dit, écoutez, déclarez-vous, on vous fait payer un petit chouïa, c'est pas bien grave. En même temps, on vous amnistie sur des années, donc quand même, vous avez bien gagné, vous avez vu comme on est sympa. Et ils ont raison, ils sont très sympas, parce que dans d'autres pays, c'est plus sévère. La France, elle n'a pas fait de cadeau, elle a simplement dit, on ne vous mettra pas au pénal. Vous voyez que nos amis marocains sont très sympas, en disant aux étrangers, bon, c'est un peu quand même, on vous connaît. Donc, vous avez toujours considéré que c'est un paradis fiscal ici. Bon, c'est pas le cas. Maintenant, on se met un peu au carré tous. Donc, vous payez un petit chouïa. Donc, ce petit chouïa, c'est 10% des revenus de 2016. Quels sont ces revenus?
Alors, dans cette déclaration de contribution libératoire au titre des revenus et profits générés par les avoirs et liquidités détenus par les personnes physiques résidentes de nationalité étrangère, tel est le nom du formulaire, vous avez des petites cases, vous ne voyez pas d'ici, mais encore une fois, si vous allez chercher sur le site de la DGI, vous le trouverez aisément. Vous pourrez peut-être demander aux associations qui sont là de vous fournir le formulaire. Peut-être même sera-t-il sur les sites du consulat ou des ambassades, je ne sais pas. On nous dit revenus et profits générés par les actifs et avoirs. Alors on nous dit nature d'actifs détenus à l'étranger. Alors vous avez biens immeubles, actifs financiers, avoirs liquides. Alors on vous dit pays où les avoirs sont détenus, description des avoirs, valeur d'origine des avoirs, montant des revenus générés, montant des profits générés, total revenu plus profit égale C, C fois 10%, c'est le montant de l'impôt à payer. Et puis vous avez une autre case qui a été rajoutée, parce que celle-là, il l'avait oubliée, bêtement, parce qu'à mon avis, ils avaient fait un copier-coller de la contribution libératoire des Marocains qui, elle, ne s'appliquait qu'à la taxation d'un patrimoine, et là, en ce qui concerne les étrangers, c'est la taxation d'un revenu, et donc le même gars, il a dû faire un copier-coller, il a oublié qu'il pouvait y avoir des revenus. Donc ils ont rajouté, ils ont fait un changement de formulaire, ils ont rajouté les revenus. Autres revenus et profits, donc ça c'est open. Autres revenus ou profits de sources étrangères, pays, montant brut, montant net, montant de la contribution libératoire, montant net fois 10%. Donc en fait, qu'est-ce qu'on déclare? Eh bien, on déclare non seulement des revenus patrimoniaux, mais on déclare des revenus, quels qu'ils soient. Un revenu quel qu'il soit, c'est la retraite, par exemple, qu'on n'a pas déclaré au Maroc. C'est le salaire de l'expat qui a un salaire pour partir avec son siège en France et pour partir avec la filiale marocaine. Il a oublié de déclarer au Maroc la partie française de sa chose. C'est d'autres types de revenus, d'autres sources de revenus, diverses et variées, qui auraient dû être déclarées au Maroc et qui ne l'ont pas été. Nous avons donc biens immeubles, actifs financiers, avoirs liquides. Alors, ils ont rajouté également sur ce formulaire, ce qui n'était pas dans le premier formulaire, la chose suivante. Je me permets de la lire, parce que tout ça c'est très technique, donc on ne comprend pas tout de suite, mais je vous la lis et après je vous l'explique. Pour les ressortissants des pays ayant conclu avec le Maroc des conventions de non-double imposition, il y a lieu de déclarer au niveau des tableaux 2 et 3 l'ensemble des revenus et profits de sources étrangères. Toutefois, il convient de préciser que les revenus et profits déclarés dans la présente, et dont le droit d'imposition est attribué exclusivement à l'état de la source, n'entrent pas dans la détermination du montant de la contribution libératoire. Ouf, point. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, le Maroc a signé des conventions fiscales de non-double imposition, à peu près avec 50 pays, je crois 51. Le dernier, je crois que c'est le Libéria, où ils sont en cours de le signer. Et donc, lorsque vous avez dans ces conventions fiscales, qu'est-ce que c'est qu'une convention fiscale? Si on dit, voilà, il y a l'état de la source, c'est de là d'où vient l'argent, l'état de la source, donc la France dans ce qui nous concerne, et l'état du bénéficiaire, c'est-à-dire l'état de résidence du bénéficiaire, la personne qui perçoit le revenu. Les conventions fiscales entre les États, c'est quoi? C'est un partage de l'imposition. Là, c'est toi qui prends l'impôt, là, c'est moi qui le prends, là, on fait moite-moite. Nous. Et donc, c'est dans la plupart des conventions fiscales, on prévoit qu'un certain nombre de revenus, comme les retraites, les salaires, sont imposés dans l'état du bénéficiaire et ne sont pas imposés dans l'état de la source. Et les revenus comme les revenus immobiliers, les revenus fonciers, sont imposés uniquement dans le pays où se situe le bien immeuble, exclusivement. D'autres revenus, comme les revenus de capitaux mobiliers, parce que je perçois des dividendes d'actions par exemple, eh bien il y a un partage d'imposition. L'état de la source prélève un peu d'impôt et l'état de la résidence aussi. Généralement, je vais rentrer dans les détails après, mais l'état de la source, on prélève par exemple 10%, 15% de l'impôt. Ensuite, on déclare au Maroc les dividendes qu'on a perçus, ça fait un certain montant d'impôt et on fait jouer ce qu'on appelle un crédit d'impôt. Monsieur l'inspecteur, j'ai payé 10 ou 15 dans l'autre pays, donc c'est 10 ou 15 de moins que j'ai à payer ici. Bien. Donc,
qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit, lorsqu'il y a une convention fiscale, et qu'elle prévoit effectivement que le revenu, il est imposé exclusivement dans l'état de la source, eh ben vous ne le déclarez pas. Ça concerne quoi? Principalement les revenus fonciers. Dans le cadre de la convention fiscale franco-marocaine, mais comme dans la plupart des conventions fiscales, car elles sont toutes établies selon le même modèle, un modèle OCDE qui existe depuis l'après-guerre, on prévoit généralement que les biens immobiliers, les revenus qui proviennent des biens immobiliers ne sont imposés que dans le pays où se situe le bien immobilier. Donc, à partir de ce moment-là, on ne paye pas l'impôt au Maroc sur le revenu foncier qu'on a en France, puisqu'il y a une convention fiscale entre la France et le Maroc, qu'il est prévu que le bien immobilier est imposé uniquement en France, donc on n'a pas à payer l'impôt au Maroc. Et c'est pour ça qu'ils ont rajouté cette phrase-là. Donc quand vous avez bien immeuble, vous avez deux types de biens immeubles, une maison qui est votre pied-à-terre, que vous occupez à votre libre disposition, que vous ne louez pas, elle n'a pas à apparaître, elle ne génère pas de revenus. Et puis vous avez un petit appartement que vous louez en France, et celui-là, l'impôt, normalement, c'est payé par la France, vous n'avez pas à le déclarer non plus. Ça rassure déjà un certain nombre de gens, je pense, sur le sujet. Bon, parfait. Et puis, vous avez peut-être un appartement perdu au fin fond, que sais-je, des îles Vierges britanniques, qui n'a pas de convention fiscale avec le Maroc. Et là, vous le louez, et là, celui-là, il faut le déclarer, parce qu'il est dans un pays qui n'a pas de convention fiscale avec le Maroc. Vu qu'il y a quand même 51 conventions, je pense qu'on a un spectre suffisamment large. Bon. Bien évidemment, l'Espagne, le Portugal, tout ça, naturellement, sont des pays conventionnés avec le Maroc, on s'en doutait. Passons au deuxième type d'avoir, les actifs financiers. Alors, les actifs financiers, c'est à peu près tout ce qui rapporte un peu du cash et qui n'est pas un immeuble. Pour faire simple et caricatural. En fin de compte, qu'est-ce qu'on a? On a des portefeuilles d'actions, d'obligations. Alors, des fois, on a quelques actions, quelques obligations, quelques SICAV. Et on a également des contrats d'assurance vie. Je veux venir sur le contrat d'assurance vie qui a une spécificité. Et donc, sur les actions, sur les obligations, ces actions vous versent des dividendes. Les obligations vous versent des intérêts, des petits coupons. Et des fois même, on laisse de l'argent chez le banquier qui nous, par sa grande mensuétude, décide de nous le rémunérer à des taux mirobolants, frisant les 1%. Et donc, tout cela nous rapporte effectivement quelques deniers. Eh bien, ces deniers-là, n'est-ce pas, c'est ceux-là qu'il faut déclarer, et c'est ceux-là sur lesquels il faut payer les 10%. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On demande aimablement à son banquier, on lui dit, monsieur, s'il vous plaît, soyez gentil, donnez-moi l'état de mes revenus et de mes plus-values. Les plus-values, c'est quoi? C'est quand je vends une action. Parce qu'une action, soit ça rapporte des dividendes, j'ai une action de chez Renault, par exemple. Elle me rapporte des dividendes, ou alors à un moment, je décide de la vendre. Si je la vends parce que je l'avais achetée à 100, je la revends à 120, je fais 20 de plus-value. Je dois déclarer les plus-values aussi. Donc, je demande à mon banquier, je lui dis, monsieur, soyez sympa, donnez-moi l'état de mes revenus et de plus-values au cours de l'année 2016. Généralement, les banques ont déjà des formulaires fiscaux qui sont déjà prêts en vous disant voilà ce que vous avez gagné, etc. Donc, c'est assez simple. Ça dépend dans les pays où on peut se trouver. Pour ceux qui ont des portefeuilles déjà un peu plus conséquents, généralement, ils n'ont que la situation du portefeuille au 31 décembre, qui n'est qu'une photo, qui ne leur raconte pas l'histoire du portefeuille au cours de l'année. Et à ce moment-là, il faut faire des démarches auprès du gestionnaire de compte, en disant, monsieur le gestionnaire de compte, veuillez me donner l'état récapitulatif de mes revenus et de mes plus-values au cours de l'année 2016. Il vous la donne, ils apparaissent les revenus et les plus-values, et vous les retranscrivez consciencieusement ici, en indiquant pays où les avoirs sont détenus, alors si le portefeuille est en France, vous allez mettre en France, description des avoirs, actions, obligations, que sais-je, valeur d'origine. Mais qu'est-ce que j'en sais, mon bon monsieur? Ça fait 10 ans que j'ai ces actions-là, même mon banquier ne sait même plus pourquoi il me les avait fait acheter, ni à quel prix. Ce n'est pas très grave. C'était plus important pour les Marocains lorsqu'ils ont fait la contribution libératoire, puisque eux, ils étaient imposés sur le patrimoine,
Et donc, on leur demandait la valeur historique. Et pour le Marocain, c'était plus important s'il avait un portefeuille où il disait non, mais la valeur historique, elle était très faible, plutôt que trop forte. Ici, on s'en fiche si vous mettez un montant même un peu près approximatif. Ne mettez pas la DGI, on s'en fiche, parce qu'après, je vais me faire des amis. Déjà, j'en ai pas beaucoup. Donc, c'est approximatif, on s'en fiche, parce que ce qui est important, c'est le revenu. Donc, au pire, s'ils avaient le montant de votre contrat d'assurance vie, de votre actif financier, de votre action, etc., juste 1 an ou 2 ans avant, vous mettez la valeur d'origine, ça leur fait tellement plaisir. Mais vous donnez surtout le revenu, parce que c'est là-dessus que vous allez être imposé. Un petit mot sur les contrats d'assurance vie. Le contrat d'assurance vie, c'est une enveloppe juridique. Une enveloppe juridique dans laquelle on loge généralement des choses, comme un panier. On peut y mettre du cash, on peut y mettre des actions, on peut y mettre des obligations, on peut y mettre plein de choses. C'est une enveloppe juridique, le contrat d'assurance vie. Le contrat d'assurance vie génère des revenus, n'est-ce pas? Des fois, il y a des mouvements dans le portefeuille, donc il peut y avoir des plus-values, etc. Mais vous n'en avez pas la libre disposition. Vous n'êtes pas versé sur un compte que vous pouvez dépenser avec votre carte bleue. Le jour où vous voulez utiliser votre contrat d'assurance vie, vous êtes obligé de faire une demande spécifique, ce qui s'appelle le rachat, partiel ou total. Pourquoi le rachat? C'est parce qu'en fait, c'est votre argent que vous y avez mis. Donc, à ce moment-là, vous dites au banquier, bon écoutez, c'est un peu raide ces temps-ci, j'ai besoin d'un peu de cash, s'il vous plaît, monsieur le banquier, je voudrais procéder à un rachat partiel de mon assurance vie, envoyez-moi 5 000 euros. À ce moment-là, il procède au rachat partiel, il vous attribue les 5 000 euros, et dans ces 5 000 euros, il y a une partie qui est votre capital, c'est un remboursement, ce n'est pas un revenu, et une partie qui constitue le revenu, qui est quelque part les intérêts qu'ont généré l'assurance vie. C'est ça qu'il faut déclarer au niveau de l'assurance vie. C'est la part revenu du rachat partiel qui a été effectué. Alors, ensuite, nous avons alors, il y a 10 000 cas, hein, mais je ne vais pas tous les passer. Il y a les actifs, les avoirs liquides. Moi, je ne savais pas trop ce que c'était que des avoirs liquides jusqu'à présent. Il me semble, je ne vois que ce qu'on appelle les dépôts à terme. C'est-à-dire, j'ai mis du cash sur un compte en banque, ce n'est pas une SICAV, ce n'est pas une action, ce n'est pas une obligation. J'ai mis du cash sur un compte en banque et le banquier me le rémunère. Ce qu'on appelle ici, au Maroc, comme ailleurs dans le monde, des DAT, des dépôts à terme. Je laisse le cash pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, et le banquier me dit, allez, je vous donne 1%. Parce que vous allez être sympathique, 1,1%. Bien. Donc, c'est ça les avoirs liquides. C'est ce qu'on déclare. Et là-dessus, on sera à trouver payer 10%. Et puis, donc, on a la dernière chose qui a été rajoutée, les autres revenus. Les retraites, etc. Et là-dessus, on paye, pareil, 10%. Donc, quand vous aurez payé vos 10%, bon, déjà, ça fait un peu mal, c'est un peu fastidieux, j'y suis arrivé, ouf, je suis content, mais ce n'est pas fini. Parce que, n'est-ce pas, il ne faut pas oublier maintenant l'année 2017 et les années à venir. Et là, ce n'est pas la même. C'est plus compliqué, c'est plus cher aussi. Alors, déjà pour la contribution libératoire, pour l'amnistie fiscale, je voudrais vous dire la chose suivante. Ne vous précipitez pas pour la faire. Alors, si vraiment l'argent vous brûle les doigts, mais ne vous précipitez pas pour la faire, vous avez jusqu'à la fin de l'année, et vous avez déjà vu qu'il y avait quelques atermoiements de la part de l'administration fiscale qui a attendons quelques mois, parce qu'il va peut-être encore avoir des choses qui vont évoluer, et d'ici la fin de l'année, vous aurez tout le temps de la remplir et de la payer. N'attendez pas le 30 décembre, mais à mon avis, vous pourrez le faire en septembre, après l'été, après avoir dépensé quelques sous. Vous verrez, ça sera plus simple après, de rentrer sur cette amnistie fiscale. Bien. Qu'est-ce qu'on fait sur 2017? Alors, sur 2017, il y a donc un certain nombre de revenus que vous devez déclarer, naturellement, et sur lesquels vous allez subir des impôts qui ne sont pas à 10% de cela. Alors, quels sont les revenus et quels sont les types d'impôts qu'on paie quand on décide de déclarer ses revenus au Maroc, ses revenus étrangers? Eh bien, d'abord, je vais parler
principalement des salaires, des retraites. Ensuite, je vais parler des revenus de capitaux mobiliers, des dividendes, des actions, etc. Et puis après, je parlerai des revenus fonciers. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des retraites, par exemple. Alors, on a des gens qui ont des retraites françaises qui n'ont pas déclaré au Maroc, ou ils n'ont déclaré au Maroc une partie de ces retraites. Ces retraites-là, normalement, elles bénéficient d'abord de ce qu'on appelle un abattement. C'est-à-dire que vous avez un revenu, par exemple, de retraite que vous avez versé par une caisse française de 100. Eh bien, on calcule un abattement, le fisc marocain calcule un abattement. Il y a deux tranches. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce soir ça ne s'y prête pas. Grosso modo, l'abattement il est de 50%. Ça veut dire que j'ai perçu 100, mais je ne déclare que 50% de moins, donc je vais déclarer 50 au cas particulier. Ces 50-là vont passer à la moulinette de l'IR, l'impôt progressif marocain, le barème progressif de l'impôt sur le revenu marocain. Et donc, il y a des tranches, je vous fais fi des tranches, mais sachez que très rapidement on atteint 38% dès qu'on a dépassé 18 000 € dans l'année. Donc, dès qu'on a une retraite un peu, voilà, on peut assez rapidement arriver vers les 20%, 25%, 30%, que sais-je. Donc là-dessus, on va payer 20%, 25% ou 30% en fin de compte de sa retraite. Sachez qu'il y a des gens donc, qui n'avaient pas déclaré ces retraites, qui se disent, bon, ils sortent de la conférence, ils se disent, oulala, s'ils me tombent dessus, 10 ans, ça va faire mal. Hein. Bon, moi, je vais déclarer la retraite. Très bien. Donc, ils vont la déclarer, ils vont payer 10%. Après, 2017 est passé, ils ne peuvent plus rien faire. Donc là, ils vont payer X%, peut-être 30%, que sais-je. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après? Alors, sachez, vous devriez le savoir, en tout cas ceux qui perçoivent des retraites, qu'il y a un mécanisme au Maroc qui vous permet d'être quasiment exonéré de votre retraite. Il suffit que votre retraite, vous la fassiez venir au Maroc sur un compte en dirham pur, à la différence du compte en dirham convertible. Et que de ce fait-là, eh bien, à partir du moment où vous la faites rentrer sur votre compte en dirham pur, vous ne pouvez donc plus la ressortir. Et là, on vous accorde une réduction d'impôt de 80%. Donc, sur l'exemple que j'ai cité de 100, si vous intégralement vous la versez dans un compte en dirham non convertible, vous ne payerez au bout du compte que 3% d'impôt. En plus, vous êtes exonéré de la CAG et de la CRDS en France, puisque vous êtes non-résident fiscal. Donc 3% d'impôt sur la retraite, ce n'est pas grand-chose. Donc ça, c'est une manière d'optimiser fiscalement. Comme vous voyez, l'optimisation fiscale n'est pas un gros mot. Donc, vous pouvez optimiser fiscalement votre retraite, et ça vous permettra, pour l'année 2018, il est temps de le faire, tout de suite. Par contre, de tout de suite dire à ces caisses de retraite, s'il vous plaît, monsieur la caisse de retraite, versez-moi ma retraite désormais sur mon compte bancaire au Maroc, voilà le RIB, pour pouvoir éviter de payer trop d'impôts. Bien évidemment, le cash ne remonte pas. Hein. Donc à vous de faire les arbitrages. Vous n'êtes pas obligé de loger toutes vos retraites. Vous pouvez en loger qu'une partie. Cette partie, toute la retraite bénéficiera de l'abattement de 50%, mais seule la part de la retraite qui aura été logée dans un compte en dirham bénéficiera de la réduction d'impôt de 80%. Ça, à vos calculettes, et faites les simulations pour déterminer la part que vous voulez laisser au Maroc et celle que vous voulez laisser en France. En ce qui concerne les salaires, il y en a de moins en moins, mais à une époque, il était classique pour les expatriés, et je parle des détachés, que le détaché, qui était envoyé par une société française vers une société marocaine, dans le cadre d'un contrat de détachement, perçoit quand même un salaire en France, 50, 60% des fois du salaire, et la filiale marocaine lui versait le solde, 40%. Qui naturellement était soumis à l'impôt marocain, puisqu'il est prélevé à la source par l'employeur marocain. Et le détaché souvent oubliait, bêtement, d'aller à l'administration fiscale marocaine déclarer le salaire français, qui n'est soumis qu'à l'impôt du pays de la résidence du bénéficiaire. Donc sur le salaire, c'est la même punition, mais il n'y a pas d'abattement.
Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre comme type de revenus? On a les capitaux mobiliers, les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values, etc. Alors, sur les revenus de capitaux mobiliers, qu'est-ce qu'on a? Je vous ai parlé des dividendes, je vous ai parlé des intérêts d'obligation. Tout ce qui est revenu, à la différence des plus-values, quand je vends quelque chose et que je gagne un gain sur la vente, tous les revenus sont imposés au Maroc à 15% libératoire et les plus-values à 20%. Mais il se peut que ces revenus aient subi un impôt par le biais d'une retenue à la source, comme je vous ai parlé du partage d'imposition, dans le pays de la source. Donc des fois, l'institution financière qui vous verse, par exemple, le dividende, a fait une retenue à la source. Je vais prendre un exemple, imaginons qu'elle ait prélevé 5%. Au Maroc, vous déclarez, vous, vos revenus, pour 100 de revenus. Normalement, l'impôt est de 15, mais comme vous avez payé 5, il ne vous reste plus que 10 à payer. Sous réserve, naturellement, de donner le justificatif, comme quoi il y a un impôt qui a été prélevé à la source, et donc d'obtenir l'attestation fiscale du pays étranger ou fournie par la banque, qui bizarrement ne vous l'envoie pas systématiquement tout de suite au moment où vous percevez le revenu, bien sûr. C'eût été trop simple. Et donc il y a de fortes chances que lorsque vous déclarez vos revenus de capitaux mobiliers étrangers au Maroc, et sachez que la date butoir pour uniquement les revenus de capitaux mobiliers, des profits de capitaux mobiliers, c'est le 31 mars, il est rare d'avoir au 31 mars, forcément, déjà les relevés bancaires sur ces revenus, et encore moins les attestations fiscales de retenue à la source. Donc, sur ces revenus de capitaux mobiliers, il y a des chances que vous ayez peut-être subi, notamment en France, une retenue à la source, mais que vous n'ayez malheureusement pas pu, matériellement, la présenter aux autorités fiscales marocaines à temps, et à ce titre-là, naturellement, vous serez donc doublement imposé. En France, la retenue à la source, normalement, est limitée à 15% quand on est résident fiscal au Maroc, parce qu'il y a une convention fiscale entre la France et le Maroc qui dit à la France, tu as le droit de prélever une retenue à la source, mais pas plus de 15%. Ça tombe bien, l'impôt au Maroc est de 15%, si j'ai subi 15, je ne devrais pas payer 15, si j'ai le bon papier. Parfois, le banquier ne fait pas attention, et vous non plus, vous ne lui avez pas raconté votre vie, et il y a une retenue automatique qui se fait, qui est par exemple de 30%. Boum! Et au Maroc, vous prenez 15%, et 45%. Alors maintenant, en France, il y a une nouvelle fiscalité qui s'applique, et sur les revenus, normalement, la retenue à la source, elle est passée à 12,8. Donc vous allez taper 12,8 en France, et normalement, si vous avez l'attestation fiscale, vous faites 15 moins 12,8, il vous reste un petit chouïa payé au Maroc, si vous avez l'attestation fiscale. Sinon, ça va être 12,8 et 15, ça fait 27,8. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les plus-values, donc c'est 20%, n'est-ce pas, sur la plus-value. Généralement, la plus-value est imposée dans le pays du bénéficiaire. Donc, la plus-value, normalement, n'est pas imposée en France, elle est imposée qu'au Maroc, elle est imposée à 20%. Alors, voilà à peu près, grosso modo, les revenus. Ah, puis j'ai oublié les revenus fonciers. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit sur les revenus fonciers? Tout le monde ayant pris ses notes, normalement, quand ce sont des revenus fonciers de France, ils ne sont imposables. Merci. Oui, sauf qu'il y a des conseils fiscaux, ils doivent bien vivre, les pauvres, donc on a rendu un truc un peu plus complexe. Normalement, le revenu foncier, c'est prévu dans le Code général des impôts et dans les notes circulaires de l'administration fiscale marocaine, mais c'est également le cas dans la plupart des pays. Le revenu foncier, alors qu'on a une convention fiscale de non-double imposition qui fait que uniquement ça doit être prélevé dans le pays de l'immeuble, donc la France au cas particulier, normalement, il doit quand même le déclarer tout simplement pour calculer le taux effectif d'imposition. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait,
on inclut dans ces calculs, dans les calculs de l'ensemble des revenus qu'on va déclarer au Maroc, les revenus fonciers. On fait une petite règle de 3, je vous passe le détail du calcul entre l'ensemble des revenus, les revenus fonciers, l'impôt marocain, on fait une petite règle de 3, et il se trouve qu'on a, d'abord, ça va augmenter la tranche d'imposition, et puis qu'en fait, on va payer un petit chouïa sur le revenu foncier. Donc il faudrait, normalement, dans le cadre de la déclaration générale, je ne parle pas de l'amnistie fiscale, celle-là, ils nous ont dit, ne les mettez pas. Dans le cadre de la déclaration générale, on devrait, normalement, les prévoir et les insérer. Or, il se peut qu'il y ait un petit problème. Parce que quand vous faites la déclaration sur papier, moi, quand je fais la déclaration sur papier avec mon amie qui est ici présente, qui est expert comptable, Myriam Tessandier-Darby, quand on fait les déclarations, papier, comme on faisait avant, on rajoute une petite feuille et on explique que, attention, j'ai mis des revenus fonciers, mais j'ai bien fait le calcul pour vous, ça devrait me donner ça comme impôt, etc., pour que ça soit un calcul. Je ne sais pas si maintenant le logiciel l'a prévu. Parce que, vous le savez, j'avais gardé le meilleur pour la fin, maintenant les déclarations d'impôts ne se font plus que par voie électronique. Et donc, je ne sais pas si le logiciel est capable de calculer, par la règle de 3, l'incrémentation du revenu foncier pour calculer le taux effectif d'imposition. J'attends, je dirais, avec une certaine fébrilité, une réunion qui devrait prochainement se tenir, avec probablement le directeur des impôts et les gens qui s'occupent des logiciels, pour qu'ils nous en disent un peu plus. Parce que sinon, il y a peut-être des chances que j'omette de déclarer le revenu foncier si je dois me retrouver à payer 38% dessus. Cette déclaration électronique, donc c'est la première fois que c'est mis en place au Maroc. Donc si vous voulez, ils se sont dit, bon, on pourrait étaler les trucs, mais non, on va tout réunir d'un coup d'un seul, comme ça on est débarrassé. Donc, on fait l'amnistie fiscale, et puis en même temps on fait les déclarations électroniques. Comme ça, là-dessus, je pense qu'on va motiver nos troupes. Comment est-ce qu'on fait une déclaration électronique au Maroc? Eh bien, il vous faut d'abord obtenir des identifiants fiscaux et des codes d'accès. Alors, l'identifiant fiscal, tout le monde n'a pas un identifiant fiscal. Parce que même au Maroc, quand vous percevez des revenus, des fois, vous n'avez pas d'identifiant fiscal. Si je suis un simple salarié au Maroc, je n'ai pas d'identifiant fiscal. Si je ne perçois que des dividendes au Maroc, je n'ai pas d'identifiant fiscal. Malgré le fait que mon banquier français me les réclame. Et donc, d'ailleurs ça c'est une raison supplémentaire, hein, l'amnistie fiscale, l'identifiant fiscal, parce que maintenant toutes les banques nous réclament les identifiants fiscaux. Pourquoi ils vous les réclament? Mais parce qu'ils sont obligés de jouer le transfert automatique des données, c'est pas pour vous. Eux, ils ont besoin de savoir qui est vraiment résident fiscal, parce qu'à un moment ils vont donner l'information. Donc il vous dit, monsieur, vous êtes résident fiscal? Déjà vous nous le signez avec de votre sang, s'il vous plaît. Et puis, vous nous donnez un identifiant fiscal, soyez gentils. Donc là maintenant, vous allez tous remplir vos déclarations d'impôt, vous allez avoir un identifiant fiscal, et en même temps, si un jour quelqu'un vous dit « Mais cet argent qui vient de Suisse, d'où ça vient ?» Vous pouvez dire « Monsieur, moi j'ai été au Maroc, j'ai déclaré au Maroc, j'ai une amnistie fiscale, donc je suis blanc-bleu. » Mais oui, il faut trouver des côtés positifs. Donc, en fin de compte, cet identifiant fiscal, comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir? Eh bien, on va au centre des impôts des personnes physiques dont on dépend, de son adresse, de son domicile, et on va voir le guichetier. Donc ça, c'est le premier point d'accès. S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi le formulaire pour obtenir l'attestation fiscale. Alors Myriam et moi, la dernière fois, on s'est tenus par la main, on est allé lui demander, on a vécu un grand moment. Mais ça se passe très bien, parce que les fonctionnaires sont sympas, ils sont gentils, vraiment. En plus, quand ils voient que c'est des étrangers, ils sont encore plus gentils, ils essayent vraiment de vous rendre service. Mais comme on ne les a pas forcément informés et qu'on ne leur a pas montré le bon formulaire, le gars il vous dit « Tu veux celui-là » Alors je regarde qu'il lance finalement. Non. Bref. La dernière fois, on y est retourné pour un client, ils n'avaient plus le formulaire. Donc, vous avez le formulaire et vous allez, on vous dit c'est le guichet machin, vous allez au guichet machin avec le formulaire. Vous le remplissez et vous apportez, donc c'est vous en personne, avec votre carte de résident. Vous y allez avec la photocopie de votre carte de résident en plus,
avec un justificatif de domicile, pour être sûr que vous êtes bien résident au Maroc. Donc, il vous faut le contrat de bail, le certificat de propriété si vous êtes propriétaire, et les justificatifs de vos revenus. Pourquoi vous voulez un identifiant fiscal? Hein? Vous avez des revenus? Montrez-les nous. Donc, il faut leur montrer les justificatifs de revenus. On laisse le tout mijoter et on revient dans 3 jours. Le temps que le chef prenne sa décision. Pour savoir s'il va vous l'attribuer ou non. Heureusement, il vous l'attribue. Fantastique, je vais pouvoir payer des impôts. Et donc, il vous attribue et automatiquement, vous pouvez obtenir les codes d'accès. Et là, vous précipitez, vous rentrez à la maison, ça y est chérie, je les ai, et vous remplissez votre déclaration online, comme on dit. Alors, vous rentrez votre identifiant, alors vous allez sur le site, vous rentrez votre identifiant, vous rentrez vos codes d'accès, et là, boum, vous recevez un email de la DGI. Bonjour, bienvenue. Et il vous donne de nouveaux codes. Et là, vous rentrez dans le truc et vous commencez à faire votre déclaration en ligne. Et à un moment, on vous demande des justificatifs. Et là, comme vous êtes tous des geeks, je le sais, vous êtes tous sur Facebook. Donc, vous cliquez parcourir et ça va vous faire rechercher dans votre ordinateur vos pièces. Donc, naturellement, vous avez prévu tous vos justificatifs préalablement. Vous les avez mis dans un endroit bien rangé sur votre bureau d'ordinateur. Et vous allez chercher, à chaque fois, vous allez appuyer justificatif pour mettre dans le truc parcourir les justificatifs dont ils ont besoin. À la fin, vous validez et vous faites le calcul de l'impôt électronique. Il vous sort l'impôt. Heureusement, vous pouvez vérifier s'il est bon, s'il n'est pas bon. Vous pouvez faire le calcul à la mano, comme on dit. Nous, c'est ce qu'on fait pour notre clientèle. On fait d'abord son petit calcul à la mano. On remplit la déclaration, on l'imprime, on la remplit sous forme de papier pour que tout soit prévu. Et on fait cette déclaration et on vérifie l'impôt. Et on imprime. Et là, on va à sa banque. Alors, soit on a une carte bancaire qui nous permet effectivement de payer online avec la carte bancaire, mais je crois qu'elles sont limitées sur certains montants, soit on va à une des banques qui participent. La plupart des banques participent à l'opération, à l'exception notable, me semble-t-il, de la BMCI, le groupe BNP Paribas, alors que la Société Générale y participe notamment. Je parle des banques françaises parce que j'imagine que un certain nombre y sont. Toutes les autres banques marocaines, la BMCE, Attijari Wafa Bank, y sont aussi. Et donc, vous allez voir la banque et vous lui dites « Coucou, je viens payer mes impôts, voilà le cash ». Vous venez en cash. Donc, si vous avez beaucoup d'impôts, vous venez avec de la valise et vous montrez le papier, vous donnez, il y a un numéro de référence, etc. Normalement, les guichets de toutes ces banques doivent être au top. Et donc, vous donnez au guichet, vous donnez l'argent et il vous donne un document qui vous tient lieu de quittance. Et ça y est, c'est simple. Voilà. Ah, il faut payer 100 €. Alors, je ne sais pas quel est le délai exact dont on dispose. Quelques jours, hein, tu n'es pas obligé de payer dans la minute, Jean-Pierre. Toi, je sais que tu vas payer dans la minute, mais... Fin avril? Très bien, merci monsieur. Fin avril, m'a dit monsieur, moi, je n'étais pas au courant spécifiquement du délai exact qu'on avait à avoir pour payer cette chose.